Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Toute l'information sur France 3 jusqu'à 20h. Dans l'édition des Alpes, nous reviendrons sur cette tentative d'enlèvement présumé d'une fillette à la sortie des classes mardi dernier à Bourgoin-Jallieu. Sa mère l'aurait extraite in extremis de la voiture d'un homme qui a ensuite pris la fuite. Il sera également question de cette polémique qui enfle dans le Vercors. Fallait-il abattre Bleu-Bleu, ce vieux bouquetin de 18 ans qui avait pris ses quartiers sur la route des Gorges de la Bourne? Une décision un peu rapide pour certaines associations de défense de la nature. Et puis, signe des temps et du printemps qui s'installe, le col du Petit Saint-Bernard a ouvert aujourd'hui, l'occasion d'un joli ballet de déneigeuses et d'une bénédiction officielle comme le veut la tradition italienne. Au sommaire de l'édition nationale présentée à 19h30 par Carole Gessler, deux grands titres. Le président de la FIFA sous pression, sommet de démissionner après les scandales qui secouent la fédération. Sepp Blatter se défend de toute responsabilité mais évoque d'autres mauvaises nouvelles à venir. Difficile d'évaluer l'ampleur du système de corruption qui a gangréné le football mondial. Et puis l'épilogue dans l'affaire Bettencourt, relax pour l'UMP Éric Woerth, mais des condamnations et de la prison ferme pour le photographe François-Marie Bagné et le gestionnaire de fortune Patrice Demestre. Les deux hommes ont été reconnus coupables d'abus de faiblesse sur la milliardaire. Dans l'actualité régionale, cette tentative d'enlèvement présumée à Bourgoin-Jallieu, en Isère, dans le quartier du Boussay. Les faits remontent à mardi dernier. Peu après la sortie des classes, une petite fille dont la maman discutait avec une enseignante a été retrouvée in extremis dans la voiture d'un homme qui a ensuite pris la fuite. L'enquête a été confiée à la PJ de Lyon. Aurélie Massé et Didier Albrand. Ces mamans n'en reviennent toujours pas. C'est à quelques dizaines de mètres de l'école, sur ce trottoir, que la petite Maëlys a failli être enlevée. Il était environ 16h30 mardi. Les enfants venaient de sortir de classe quand la fillette de 4 ans a échappé quelques secondes à l'attention de sa mère. Une assistante maternelle a presque tout vu. Je repartais de l'école, en fait. Donc j'ai vu une petite fille sur le bord de la route. Et quand le temps que je tourne au feu pour partir chez moi, il l'a mis dans la voiture. Donc après, j'ai rien revu. Moi, je suis partie. Je pensais pas que c'était... je pensais que c'était le papy, bon. Affolée, de loin la maman aperçoit l'enfant assise à l'avant d'une Mercedes. Elle parvient à ouvrir la porte in extremis et à extirper Maëlys. Le véhicule prend la fuite, la police est alertée. C'est la stupeur dans le quartier. C'est une petite école en plus ici où quand même on connaît un peu tout le monde. Donc c'est vrai que ça fait peur. On se dit qu'il faut être d'autant plus vigilant aux enfants dont on s'occupe et même aux enfants des autres pour que ça ne se reproduise pas. À ce jour, aucune avancée significative dans l'enquête, si ce n'est que la piste familiale n'est pas privilégiée. Les bandes enregistrées par les caméras de vidéosurveillance sont en cours d'analyse. De son côté, la municipalité renforce la surveillance. Nous avons demandé à la police municipale et à la police nationale, évidemment, d'augmenter sa présence, ses rondes, notamment aux abords de l'ensemble des établissements scolaires. Les enfants doivent être remis aux personnes qui sont agréées à recevoir ces enfants, avec une vigilance encore plus attentive sur le lien avec ces personnes. Un appel à témoins est lancé. Toute personne susceptible de détenir une information est invitée à contacter le commissariat de Bourgoin-Jallieu. Le ravisseur circulait à bord d'une Mercedes ancienne, de couleur beige foncé. Fortement dégarni, il portait des lunettes et serait âgé d'une 50aine d'années. Le SDIS 74, autrement dit le service départemental d'intervention et de secours de la Haute-Savoie, autrement dit les pompiers de la Yaute, ont publié leur bilan annuel d'activité pour 2014. Il en ressort une stabilisation du nombre des interventions et la nécessité de trouver des ressources économiques. Explication Xavier Schmitt. En Haute-Savoie comme ailleurs, les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts. L'an dernier, ils ont effectué plus de 50 000 interventions. Leur nombre se stabilise pour la deuxième année consécutive. Entre 2007 et 2012, l'activité avait grimpé de 20%. Le type de secours suit en revanche une tendance lourde. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, est appelé principalement pour l'assistance à personne. Elle représente plus de 70% des missions, loin devant les intempéries. Après les accidents de la route, les incendies n'occupent que 7% de l'activité. Dans son rapport annuel, le SDIS de Haute-Savoie souligne la diversité des compétences des pompiers et leurs performances classées parmi les meilleures de France. Mais à l'heure du reflux des finances publiques, de nouvelles sources d'économie sont à trouver aux yeux du principal contributeur, le conseil départemental. Après une période de rénovation ou de construction de casernes, les investissements immobiliers pourraient être réduits, de même que le parc de véhicules légers.
Santé toujours, le mélanome est le plus dangereux des cancers de la peau. Chaque année en Isère, le campus de Saint-Martin-d'Air participe à la journée nationale et organise des consultations gratuites pour les étudiants. Pour s'en prémunir, 2 règles de base, faire attention au soleil et se faire dépister régulièrement. Céline Aubert-Aigré, Vincent Abran. C'est parfois juste un détail, un grain de beauté qui gratte, une tache étrange. Le mélanome peut se faire discret et en quelques mois devenir très agressif. C'est un grain de beauté qui est régulier, qui est homogène, qui a une couleur unique. Voilà, un petit peu nodulaire, c'est qu'on on le sent au doigt, mais déjà comme ça à l'œil, il ne pose pas de problème, quoi. Hein. Donc après, quand on le regarde, non, il n'y a rien de particulier. L'examen des grains de beauté, c'est le principe premier du dépistage. Le mélanome peut être traité, guéri, s'il est décelé à temps. Bon, c'est des petites choses. C'est vrai que je ne me protégeais pas du tout avant, parce que si on a envie d'être bronzé, voilà, et peu à peu on prend conscience que la peau aussi elle vieillit, voilà, donc ça peut poser des problèmes, surtout sur du long terme. Pour informer le public, la profession a lancé le Mélanome Day, la journée du mélanome. Le campus de Saint-Martin-d'Air y participe depuis une dizaine d'années. Les dermatologues sont bénévoles, les consultations sont gratuites. Une campagne pour prendre les bonnes habitudes le plus tôt possible. Un mauvais coup de soleil pris pendant l'enfance ou l'adolescence peut entraîner un cancer de la peau. Il y a quand même toute une génération qui ne s'est jamais protégée du soleil parce que c'était pas dans les mœurs, il fallait être bronzé, parce qu'on n'avait pas de protection non plus, on n'avait pas de crème solaire ou alors des trucs qui au lieu de protéger étaient plutôt aggravants. Donc c'est vrai que probablement que c'est toute cette frange de la population qui maintenant déclenche des cancers cutanés. Sur la plage, en montagne, porter des vêtements, appliquer de la crème, avoir un chapeau, voici les messages de prévention. Si la mortalité des cancers a diminué en 30 ans, les cas de mélanome ont triplé. Social, avec le débrayage d'1 heure des salariés d'Euromaster France à Montbonneau-Saint-Martin en Isère. Aujourd'hui, une première dans l'entreprise qui n'en est pas à son premier plan social. Le distributeur de pneus, filiale du groupe Michelin, envisage de licencier une 50aine de personnes. Florine Eba, Vincent Abran. 1 heure de débrayage en fin de matinée, à laquelle une 60aine d'employés a répondu présent sur les 300 que compte le siège de la société. Une action qui n'avait rien de vindicatif car les jeux sont faits. 49 emplois supprimés à compter de septembre, c'est une certitude. Aujourd'hui, ils veulent défendre ce qu'il reste à défendre, les conditions du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est le quatrième PSE depuis 2009 et là ça concerne quand même 49 personnes sur le siège et on a quand même des craintes sur ces 49 personnes pour arriver à les reclasser sur le réseau Euromaster France. À force de fermer des services, les syndicats craignent pour l'avenir du site. Le marché du pneu est en pleine crise, baisse des volumes de vente, résultat en conséquence. Face à une concurrence toujours plus rude, la direction a pris de nouvelles orientations. La priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir recentrer les investissements de l'entreprise sur les métiers cœur et surtout de simplifier, de réorganiser notre activité pour être plus performant et préserver la compétitivité dans un marché extrêmement difficile. La direction promet un accompagnement solide aux salariés concernés. Un budget supplémentaire a d'ores et déjà été alloué au projet de reclassement, un effort apprécié par les syndicats qui ne rassurent pas pour autant les salariés, quel que soit leur profil. Je pense que j'aurai d'ici quelques mois le temps de travail fait. J'aurai fait plus de 41 ans et demi de travail. Donc bon, je suis moins concerné par les jeunes qui, eux, vont se retrouver au chômage ou se retrouver sans emploi. Donc ça va être très difficile pour eux, quoi. Reclassement, formation, aide à la mobilité ou plan de départ volontaire. Toutes ces propositions sont à l'étude. Le plan social, lui, prendra effet dès septembre et sera étalé sur 2 ans. Voilà qui nous amène droit vers la chronique écho de Jean-Christophe Solari. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Daniel. Et on commence avec une véritable résurrection pour l'usine Trimette de Saint-Jean-de-Maurienne. Effectivement Daniel, on embauche à nouveau à l'usine de production d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne. Souvenez-vous, l'usine était au bord du gouffre. En décembre 2013, le géant minier anglo-australien Rio Tinto voulait tout simplement la vendre, s'en séparer. Arnaud Montebourg, à l'époque ministre du redressement productif, était intervenu pour trouver un repreneur et négocier le contrat de fourniture électrique avec EDF. EDF qui est d'ailleurs rentré au capital de l'entreprise. On voit tout ça avec le reportage tourné avec Franck Serroni et Jean-Pierre Ardito.
Dans la fonderie de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, l'aluminium coule à flot. 1 an et demi après sa reprise par le groupe allemand Trimet, l'usine a retrouvé sa pleine capacité de production, 400 tonnes d'aluminium par jour. Et dire que l'usine se dirigeait vers sa fin en 2013, Rio Tinto n'en voulait plus. Une unité de production avait été arrêtée en 2009 à cause de la crise et de la chute des cours de l'aluminium, selon Rio Tinto. Elle a été remise en route par Trimet dès le lendemain de la reprise. Le groupe familial allemand a investi lourdement, 30 millions d'euros en 2014, 100 millions d'euros prévus sur 3 ans. Nouvelle machine, nouveaux projets, les opérateurs voient le changement. Il y a des nouveaux équipements surtout qui sont mis en place et il faut les roder. Donc au départ, c'est pas facile. Mais non, ça va bien. Et vous sentez un projet industriel? Ah, je sens un projet industriel, ça c'est clair et net. On élargit la gamme de produits en conservant l'ancienne. Donc en plus, il y a eu beaucoup d'embauches sur le site. Moi, je suis optimiste, quoi. Cette renaissance se traduit ici dans ces locaux de formation. 50 contrats en CDI ont été signés depuis 2014. Une vingtaine d'embauches est encore prévue dans les 2 mois qui viennent. Des contrats en alternance tout d'abord avec une formation à la clé. Transition. Ici. Les candidats venus d'horizons divers recrutés d'après leurs capacités. C'est un recyclage que j'ai fait. Parce qu'avant j'étais menuisier, donc j'ai pris l'opportunité avec Trimet de rentrer ici avec ce contrat de formation. C'est un contrat d'1 an et on est parti comme ça. On nous forme, on vient à l'école, on travaille. Et là, on verra d'ici 1 an comment ça va se passer. Et forcément, de l'embauche dans la vallée de la Maurienne, où l'industrie connaît de sérieux revers, cela génère de l'espoir. Il y a quelques années, j'y avais déjà travaillé. On pensait que ça allait mal se passer, donc j'ai vite changé d'orientation. Aujourd'hui, avec le repreneur Trimet, ils ont fait pas mal d'investissements. Je suis vite revenu. Ce qui autorise ces recrutements, ce sont ces lingots d'aluminium. Ils sont destinés à l'industrie automobile. Les voitures, pour être plus écologiques, doivent être plus légères. L'aluminium savoyard est au cœur de cette mutation. Il y a une demande croissante sur ce type de produit, demande que nous, on souhaite capturer. Trimet est déjà très présent sur le marché des lingots d'alliage par leur production en Allemagne, mais servent principalement l'Europe du Nord. Nous, on va se placer pour pouvoir servir les marchés de l'Europe du Sud. Alors si les salariés ont dû faire des concessions sur le temps de travail pour s'adapter au projet de Trimet, aujourd'hui c'est toute une vallée qui respire. 1500 emplois dépendent de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, une usine et des salariés, tout sourire. C'est moins le cas pour une autre entreprise iséroise, l'entreprise Soitec, qui rencontre de graves difficultés, Jean-Christophe. Oui, de graves difficultés. Le groupe qui est basé à Bernin affiche des résultats financiers très inquiétants, il faut le dire. Une perte nette de 259 millions d'euros pour l'exercice 2014-2015. Ce sont des pertes supérieures au chiffre d'affaires de 222 millions d'euros. Le groupe est en train de céder ses activités dans le solaire pour se recentrer sur son métier historique, la production de cellules informatiques. Soitec, c'est une société historique du bassin grenoblois. Elle a été créée en 1992. Elle compte aujourd'hui 1200 salariés. Alors ce groupe est aujourd'hui fortement soutenu par le CEA, la Banque publique d'investissement. Il devrait procéder à une nouvelle augmentation de capital. Mais son action boursière s'est effondrée à 0,83 centimes et donc l'opération sera difficile. Et maintenant, une start-up qui pourrait devenir un grand de l'énergie. Effectivement, la start-up grenobloise HydroQuest, elle conçoit des hydroliennes. Ce sont des turbines qui fournissent de l'électricité à partir de l'énergie des fleuves. Et elle lance la commercialisation de sa gamme d'hydroliennes fluviales après des expérimentations réussies en Guyane et à Orléans. Et à Orléans, une première hydrolienne sera bientôt connectée au réseau électrique français. Le marché est de près de 15 milliards d'euros. Il faut dire qu'on peut implanter des hydroliennes un peu partout, notamment dans les fleuves, les estuaires africains, où la demande est très forte. Merci à vous, Jean-Christophe Salary, et à jeudi prochain pour une autre rubrique Éco. À bientôt, Daniel. On passe à la politique avec les grandes manœuvres qui commencent pour les élections régionales de décembre 2015. Aujourd'hui à Lyon, les centristes de Rhône-Alpes-Auvergne organisaient une conférence de presse pour déclarer leur union sacrée pour ce scrutin. UDI et Modem, main dans la main pour les régionales. Explication Paul Satis sur place à Lyon, sur la colline de Fourvière.
Ici, sur la colline de Fourvière, à Lyon, on n'en est pas encore à porter une liste centriste sur les fonds baptismaux. Mais il y a une première étape qui a été franchie aujourd'hui. Franck Régnier, le numéro 2 de l'UDI, le député maire de Montélimar, et Patrick Mignola, le chef de file du MoDem, ont annoncé ce soir qu'ils iraient ensemble à la bataille des élections régionales. Avec Laurent Wauquiez ou sans Laurent Wauquiez. La question qui est en suspens depuis plusieurs mois n'est toujours pas tranchée. On notera quand même qu'il existe un fort antagonisme entre le MoDem de François Bayrou et l'UMP de Nicolas Sarkozy. On n'oublie pas non plus le rejet qui avait été exprimé à la fois par le MoDem et par l'UDI de la personnalité jugée beaucoup trop droitière de Laurent Wauquiez. Mais ce qui est exprimé ce soir au centre, c'est la volonté commune de faire tomber la gauche régionale, et c'est ce qui pourrait mettre tout le monde d'accord au final. Les centristes vont maintenant discuter avec l'UMP de Laurent Wauquiez. S'ils ne parviennent pas à un accord, ils présenteront une liste autonome, et s'ils trouvent un accord, eh bien, tout le monde sera uni dès le premier tour, le 6 décembre prochain. Merci Paul Satis pour ces précisions. Et justement, la conférence de presse vient de s'achever. Je vous propose d'écouter Patrick Mignola qui est chef de file MoDem aux élections régionales. On l'écoute. Laurent Wauquiez aujourd'hui doit prendre ses responsabilités et dire si dans la démarche qui est celle du centre, qui se rassemble dans cette région modérée, a l'intention de travailler à un plus large rassemblement encore au bénéfice des Rhône-Alpines, des Rhône-Alpins, des Auvergnates et des Auvergnats. Vous souhaiteriez que Laurent Wauquiez se retire pour laisser la place à Michel Barnier, comme vous le souhaitiez? Pour ma part, ce n'est pas à moi de trancher les décisions internes à l'UMP. Ce que je souhaite en tout cas, c'est que des familles de pensée, des familles politiques redonnent ensemble une grande dynamique à cette région. Et donc je veux sortir des questions de personnes, je veux sortir des querelles partisanes pour savoir si des femmes et des hommes politiques sont capables de travailler ensemble demain, malgré leurs différences, mais avec des valeurs communes. Cette question maintenant, fallait-il abattre Bleu-Bleu, ce vieux bouquetin qui soi-disant semait la panique sur un tronçon de la route des Gorges de la Bourne dans le Vercors? Une décision justifiée par la menace que représentait le vieux bouc selon la préfecture de la Drôme, un peu précipitée selon certaines associations de défense de la nature. Jean-Christophe Pain, Yves-Marie Glo. C'est la vidéo qui a fait le buzz, près de 13 000 vues en quelques jours. Bleu-Bleu, la mascotte de la Goule Noire, sur la route des Gorges de la Bourne, entre automobilistes et gendarmes. Peu de temps après, il était capturé, puis abattu. Donc l'hiver, il descendait vraiment là, juste au-dessus de la route. Et l'été, il remontait tout en haut des falaises, sur la brèche de Chalimont. Stéphane avait participé à la capture de Bleu-Bleu en Vanoise en 2002. Depuis, il suivait ses allées et venues sur le terrain en lien avec les gardes du parc du Vercors. Donc beaucoup de gens l'ont vu lécher la route. Il est fort probable qu'il léchait du sel. C'est un élément dont les mammifères ont besoin. Il a été décrit comme agressif, mais j'ai eu aucun témoignage dans ce sens-là. Donc la plupart des gens l'ont photographié et filmé, l'ont approché très très près, sans aucune crainte, sans aucun souci. Pour décider l'abattage, le préfet de la Drôme s'est appuyé sur l'Office national de la chasse et la faune sauvage. Pourtant, les motifs invoqués posent question. L'autopsie de Bleu-Bleu a révélé qu'il était en très bonne santé. Alors, la préfecture mentionne que le site est particulièrement encaissé et sans échappatoire. On a vu que les échappatoires étaient très nombreux. Il parle aussi d'un spécimen âgé, ce qui est vrai, mais blessé à la patte arrière gauche, ce qui n'était pas vrai du tout. Et il parle également de l'impossibilité de le capturer alors qu'il a été capturé et traîné par une voiture. Le parc du Vercors a réintroduit 35 bouquetins au total dans le Royan. Sur l'abattage, il a été informé très tardivement, consulté pas vraiment. Déjà, on est très surpris, ça c'est sûr. La suite, pour le moment, c'est de savoir un petit peu tout ce qui a pu conduire à l'abattage de cet animal. Et à partir de là, eh ben, on prendra à disposition, qu'on prendra, quoi qu'il en soit. À travers le communiqué qu'on a pu faire, on est extrêmement surpris, voire assez mécontent, pour ne pas dire plus, de l'abattage de cet animal. Un autre bouquetin circule actuellement dans les Gorges de la Bourne. Si vous l'apercevez, surtout, prévenez le parc. Sans en faire tout un fromage, je vous invite à vous rendre sur notre site alpes.france3.fr pour déguster cet article qui révèle enfin, après un siècle de recherche, la raison pour laquelle il y a des trous dans certains fromages suisses. Vous verrez que les particules de foin n'y sont pas pour rien.
On passe maintenant aux mondiaux de trail. 39 nations, soit 286 athlètes seront au départ de ces championnats du monde qui se dérouleront sur les hauteurs d'Annecy, au départ d'Annecy-le-Vieux, samedi prochain. Les organisateurs sont sur le pont, on l'imagine bien. Dernier préparatif, dernier réglage, une vraie course contre la montre. Maxence Régnier, Dominique Sommet. 24 heures avant le top départ. Pour Stéphane Agnoli, directeur de ces 5e championnats du monde de trail, la dernière ligne droite avant les courses est longue. Depuis une semaine, l'installation du village outdoor a commencé. Mise en place des chapiteaux, des stands, jusqu'aux livraisons des ravitaillements. Il y a plein de monde qui aide, donc il y a les responsables du ravitaillement, Lionel, il y a tout plein de gars sur la logistique. Donc c'est vrai qu'on est pas mal, on est un peu en avance sur les années précédentes, donc ça c'est assez agréable. Au total, près de 400 bénévoles sont là pour gérer par exemple les 10 000 bouteilles d'eau qui seront distribuées aux athlètes. Mais le plus compliqué pour cette édition, c'est bien l'accueil des délégations. Car depuis 5 ans, la Maxi Race est le terrain de jeu des amateurs. 2015 sonne le début d'une nouvelle ère, avec la présence des 300 meilleurs trailers du monde. C'est quand même les championnats du monde cette année. Donc on a eu une grosse partie du monde fédéral qu'il fallait appréhender par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Donc des petits réajustements pour entrer dans le cadre de cette réglementation internationale et l'accueil des coureurs internationaux. Il y a 280 coureurs, une centaine de personnes qui viennent les accompagner et le gros du travail ces dernières semaines, c'était de bien coordonner tout ça pour qu'il y ait le moins de ratés possible. C'est également la dernière ligne droite pour installer la scène de la cérémonie d'ouverture. Ultime répétition, ultime test avant l'ouverture ce soir des 5e championnats du monde de trail. La course contre la montre pour les organisateurs. Ont-ils réussi leur pari de finir à temps pour la cérémonie d'ouverture? Alors vous êtes sur place, Maxence Régnier, et apparemment il y a un peu de retard. Oui, bonsoir Daniel, il y a un petit peu de retard, 5 minutes sur le programme, pas plus, mais elle a commencé quand même, ça fait un petit quart d'heure cette cérémonie. Alors là, derrière moi, vous le voyez, ça va commencer, ça va être la présentation des équipes, des 39 nations présentes. Les délégations elles vont te présenter au public, un public qui est venu nombreux autour de la scène de ces 5e championnats du monde de trail. Vous le voyez, et ces personnes, je peux vous dire que le spectacle, en tout cas, il n'est pas au rendez-vous pour l'instant, mais il va l'être. On a eu déjà des parachutistes, on va avoir un wingjet, on a eu la fanfare, et après tout ça, ça va durer encore une petite heure, mais pour le sport, il faudra attendre encore demain. Demain, rendez-vous à 18 h pour la première course, la Vertical Race, 4 km, 800 mètres de dénivelé. Ça va être dur. Et on est très impatients. Merci à vous Maxence Régnier, merci. Chaque année, l'ouverture des Grands Cols des Alpes annonce l'arrivée de l'été. Ce matin, c'était au tour du col du Petit Saint-Bernard entre la France et l'Italie. Les engins de déneigement des deux pays se sont rejoints peu avant midi. S'en est suivi une charmante petite cérémonie. Bernard Portugal, Dominique Bourget. Encore un petit effort et la France et l'Italie seront de nouveau réunies. Les fraiseuses avancent lentement car ici, à 2200 mètres d'altitude, au pied du Mont Blanc, la route est encore recouverte par plus de 2 mètres de neige. Mais malgré les récentes intempéries, les personnels de déneigement des deux pays ont tenu les délais. Au préalable, nous avons fait plus d'une semaine et demie de travail de déneigement entre la Rosière et le col du Petit Saint-Bernard, avec 3 fraises respectivement. Il n'en reste plus que 2 pour la phase finale de l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. Et pas loin de 8 agents mobilisés très tôt le matin, puisque nous devons avoir des conditions météorologiques relativement fraîches pour éviter tout risque avalancheux. Chaque année, la jonction entre les engins français et italiens est un moment fort. Monsieur le curé y va de sa bénédiction devant une foule de curieux, mais aussi de passionnés qui ne rateraient le rendez-vous pour rien au monde. Je me rappelle une année, on partait de la Rosière. Vous savez, il y avait un petit chalet en bois, la douane était là-bas. Pour venir ici, il n'y avait qu'une tranchée tout le long. On ne voyait pas le bas-côté de la route du côté en bas. Nous, on avait subi une marmotte, la pauvre, elle ne pouvait pas se sauver. Non, mais vraiment incroyable. Mais je crois que c'était en 82, je ne suis pas sûr. Hein. Et puis bien sûr, il y a les courageux, les cyclistes qui n'hésitent pas à braver le froid pour franchir ce col mythique. C'est la fin de l'hiver, c'est le retour vers l'Italie, parce qu'on a des amis en Italie qu'on va voir régulièrement. Et du coup, oui, on l'attend toujours avec une grande impatience.
Premier vélo, première moto et aussi première 2 chevaux. Dominique est un amoureux de la petite voiture française et pour lui aussi, pas question de rater l'événement. Ah, bien sûr, c'est un moment important pour toute la vie de la vallée et donc comme la 2 chevaux fait partie de la vie de la vallée, c'est important que la 2 chevaux soit là ce jour-là. Vous avez fait l'ouverture avec votre 2 chevaux? Voilà, tous les ans. Si vous souhaitez vous rendre dans la vallée d'Aoste, la route du col est donc désormais praticable. Au total, près de 200 000 m3 de neige auront été enlevés côté français. Le col de toutes les premières. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans cette édition des Alpes. La police judiciaire de Lyon est chargée d'une enquête concernant une tentative d'enlèvement présumée d'une fillette à la sortie des classes. C'était mardi dernier à Bourgoin-Jallieu en Isère. Elle aurait été extraite in extremis d'une voiture dont le chauffeur aurait pris la fuite. Un appel à témoins a été lancé. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale vers 23 h dans le Grand Soir 3 et son supplément régional. Demain matin, 9 h 50, Valérie Chastelan reçoit Dominique Besnéard, acteur et producteur, qui nous expliquera son attachement